Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Bernard, vous êtes spécialiste des ports commerciaux européens entre le XVIe et le XIXe siècle et de la traite négrière atlantique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une de vos thématiques de recherche, les relations entre Saint-Domingue, actuel Haïti, et Nantes, entre le XVIIe et le XIXe siècle, c'est-à-dire de la colonisation, la période de la traite négrière, jusqu'à l'indépendance de ce pays. Alors la saison dernière, nous avions réalisé une émission sur l'histoire d'Haïti, intitulée « La perle des Antilles » avec vous. Et vous nous avez parlé dans cette émission de la colonisation de Saint-Domingue, de l'expansion des plantations des cultures de café, de la canne à sucre et de la société esclavagiste. Alors la thématique d'aujourd'hui, je le signale, renvoie à une conférence que vous avez donnée en octobre 2017 dans le cadre de l'exposition Haïti, un pays des rencontres, qui s'est déroulée à l'espace Cosmopolis de Nantes. Pour rappel, Saint-Domingue était la principale colonie française et la première productrice de sucre au niveau mondial. Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez nous parler des relations entre Saint-Domingue et Nantes, premier port négrier de France. Alors, je commence avec une première question. Donc, Saint-Domingue connaît un très fort développement des plantations sucrières au XVIIIe siècle et l'île devient ainsi la première destination des navires négriers français et donc nantais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était l'ampleur des relations commerciales entre Nantes et Saint-Domingue ? Saint-Domingue s'impose véritablement comme la première destination commerciale des Nantais dans les Antilles à partir des années 1730. C'est vraiment cette décennie qui voit les petites Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, être dépassées par cette grande île des Grandes Antilles, l'île de Saint-Domingue. Pour vous donner quelques chiffres, on estime qu'à la fin du XVIIIe siècle, environ 85% des navires de traite nantais, c'est-à-dire des navires qui passaient par le continent africain, se rendaient à Saint-Domingue. 85%, principalement dans les deux grands sites, deux grands ports de l'île de Saint-Domingue, c'est-à-dire le Cap Français au nord, qu'on appelait à l'époque le Cap François, et le Port-au-Prince, qui se situe plus au sud de l'île de Saint-Domingue. Peut-être un autre chiffre, dire que la situation et cette domination de Saint-Domingue pour les navires négriers nantais est déjà bien établie dès le milieu du XVIIIe siècle, puisque sur 110 expéditions de traite réalisées par les Nantais entre 1752 et 1755, 90 se rendent vers les ports de l'île de Saint-Domingue. On peut également ajouter qu'une partie des relations en droiture est directement liée à la traite. Donc la droiture, c'est la navigation qui consiste à aller directement du port de Nantes jusque vers les ports de Saint-Domingue. Et une bonne partie de ces relations en droiture découle directement de la traite, puisque je l'avais indiqué lors d'une précédente émission, pour acheminer l'équivalent en cargaison coloniale d'une cargaison de captifs, il faut 1 ou 2 voyages supplémentaires. Le navire négrier ne peut pas ramener à lui seul l'équivalent en marchandises coloniales de la valeur des captifs. Donc Nantes, port négrier, vous évoquez les navires en droiture qui ramènent du sucre à Nantes directement de Saint-Domingue. Quelle est la proportion par rapport aux autres colonies françaises et aux autres ports négriers ? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est la très forte montée en puissance, vous l'avez dit dans votre introduction, de la production sucrière de Saint-Domingue. Très forte montée en puissance au XVIIIe siècle, puisque on estime que la production est multipliée par 15 entre 1715 et 1788. À la fin de l'Ancien Régime, on a des chiffres sur cette année 1788, on estime que Saint-Domingue produit environ 80 000 tonnes de sucre de canne. Alors, ce sucre n'est pas immédiatement consommable, mais ça donne déjà une indication. Et ces 80 000 tonnes représentent environ 80% de la production française de canne à sucre. Donc, vous voyez que Saint-Domingue écrase complètement la concurrence des autres îles, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe ou encore Sainte-Lucie. Et quelle est la proportion de sucre
qui transitent vers le port de Nantes par rapport aux autres ports négriers français, je pense à La Rochelle ou à Bordeaux? Nantes est l'une des 4 grandes portes d'entrée du sucre à l'intérieur du royaume, avec Bordeaux qui domine le trafic colonial. Bordeaux est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle le principal port commercial du royaume de France, avec également Le Havre, Rouen et avec Marseille. 4 grandes portes d'entrée, donc vous voyez que le port de La Rochelle, que vous avez cité dans votre question, est bien en deçà de ces 4 grandes portes d'entrée. Saint-Domingue est un interlocuteur privilégié pour les Nantais, puisque dans la thèse de Maud Villeray, que je signale, cette thèse qui vient d'être publiée avec le titre « Le goût de l'or blanc, transformation et diffusion du sucre dans la vallée ligérienne au XVIIIe siècle », aux presses universitaires de Rennes. Cette thèse montre bien que 90% du sucre qui arrivait à Nantes à la fin du XVIIIe siècle venait de Saint-Domingue. Todo mundo tem dom pra fazer o que é bom. Todo mundo tem dom, sangue ruim ou sangue bom. Temos dom, o nosso dom. Toda vez a mesma história se repete. Até os 17 pela quinta vez repete. Da legião ele é tiete. Ideias revolucionárias, disse pros seus pais: não confia mais no sistema, tá organizando um esquema. E na vida o mais importante é dar dinheiro pra família, e se precisa vai roubar. Não vem me dar migué, não vem me dar migué. Não vem me dar migué, não vem me dar migué. Cai fora seu mané, nené. Moleque indeciso não sabe da vida o que quer. No gueto, na rua, a temperatura é chapa quente. É, voltar pra escola. Todo mundo tem dom pra fazer o que é bom. Todo mundo tem dom, sangue ruim ou sangue bom. Temos dom, o nosso dom, fazer o bem. Todo mundo tem dom pra fazer o que é bom. Todo mundo tem dom, sangue ruim ou sangue bom. Temos dom, o nosso dom. Meu brother parceiro na área, na rima, como vai? Gaël Faye. Je veux pas rester assis, je me dis la vie est une piste dansante. Pour se sentir vivre, faut se brûler comme un bâton d'encens. Sans artifice, nu-pied, hors de mes godasses. Je ne cherche pas 10 sur 10. Essayer c'est ça l'audace, ne pas se laisser happer par les bad vibes et la morosité. Respect aux obstinés, le monde meurt de frilosité. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Alors vous évoquiez les relations commerciales entre Nantes et Saint-Domingue. Comment ces relations se sont-elles tissées entre les négociants nantais et les planteurs sur l'île? Est-ce qu'on a par exemple des familles que l'on retrouve de part et d'autre de l'Atlantique? Tout à fait. On a de nombreuses familles qui envoient un de leurs enfants, un de leurs parents, un de leurs cousins pour occuper la fonction de correspondant à Saint-Domingue. On est dans un capitalisme qui est un capitalisme commercial basé sur des maisons de commerce. Et l'une des principales garanties pour la sécurité des transactions, c'est d'avoir confiance. Et cette confiance, elle est d'abord dans la confiance dans le sang. Et donc, de nombreuses familles négociantes nantaises envoient des correspondants appartenant à leur famille à Saint-Domingue. On peut citer l'exemple de Louis Drouin, qui avait été étudié par Laure Pinault de Foix dans sa thèse soutenue à l'université de Nantes. Laure avait étudié ce personnage, donc Louis Drouin, qui est l'un des principaux négociants nantais de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et Louis Drouin a passé une partie de sa formation après la guerre de succession d'Autriche à Saint-Domingue comme correspondant. Il était du côté de Saint-Marc. Alors que faisaient les correspondants sur l'île? Les correspondants étaient chargés des relations commerciales avec le port métropolitain, c'est-à-dire ils étaient chargés d'écouler les marchandises qui étaient acheminées par les navires des différents négociants.
Ces marchandises pouvaient être des marchandises qui arrivaient directement de France métropolitaine, donc en droiture, mais ces correspondants avaient également un rôle à jouer dans la négociation des captifs contre des marchandises coloniales. Donc ils étaient une sorte d'interface finalement entre les négociants métropolitains et les planteurs. Les planteurs, d'accord. Donc un rôle très important. Tout à fait. À la fin du XVIIIe siècle, il y a des révoltes d'esclaves qui mènent donc à la révolution en Haïti. Comment les négociants et les armateurs nantais réagissent face à ce bouleversement ? Ils réagissent comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'ils sont très hostiles à ces mouvements qui viennent interrompre le commerce qu'ils avaient avec la colonie de Saint-Domingue. Et dans cette affaire, les négociants nantais vont être parmi les négociants les plus mobilisés à l'échelle de la métropole pour l'envoi d'un corps expéditionnaire, pour militer auprès de l'Assemblée constituante puis de la Convention pour obtenir que le statut des libres de couleur ne soit pas équivalent à celui des citoyens blancs, pour éviter que les esclaves puissent être affranchis. Donc de ce point de vue-là, une position extrêmement conservatrice. On a de très nombreux témoignages de négociants. Un personnage comme Louis Drouin, que j'évoquais tout à l'heure, il meurt donc de mémoire, je crois que c'est en 1800, dans les années 1820, et je dirais jusqu'à la fin de sa vie, il pense que les Nantais et que les Français vont recouvrer leur souveraineté sur l'île de Saint-Domingue. Un personnage également comme Listré, qui est un avocat nantais installé au Cap français, donc au nord de Saint-Domingue. Listré laisse un témoignage écrit, conservé à la bibliothèque municipale de Nantes. Et dans ce témoignage, il mentionne bien que l'idée qu'on pourrait retrouver cette colonie perdue. Donc il y a une forme, je dirais, d'aveuglement par rapport à l'évolution de la situation. Et c'était un point de vue majoritaire au sein de la société nantaise et française. Alors difficile de savoir si ce point de vue qui appartient aux élites finalement était majoritaire, puisque on ne dispose pas, je dirais, de vote, on ne dispose pas de témoignages pour l'ensemble de la société. Cependant, il faut quand même dire que le port de Nantes, comme de nombreux ports métropolitains, tirait une bonne partie de ses ressources du commerce des îles et de la traite des Noirs. Du coup, on peut quand même considérer que la population vivant de cela était, à mon avis, relativement défavorable à une émancipation, en tout cas de la colonie et des esclaves. Puisque directement impacté par cette révolution et donc par l'indépendance d'Haïti en 1804. Tout à fait. Bernard Michon, merci. La semaine prochaine, nous rediffusons l'émission sur l'impact de la traite négrière dans les territoires traversés par la Loire. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.